Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Moludins. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au jeu comme forme d'art. Est-ce d'ailleurs l'œuvre qui est ludique ou le jeu qui est de l'art ? Depuis les années 70-80, une nouvelle forme d'art s'est développée qui combine le numérique et l'interaction avec le visiteur. C'est l'art interactif et c'est le domaine dans lequel évolue mon invitée, Tatiana Villela dos Santos. Bonjour Tatiana. Bonjour Mathieu. Alors, tu es conceptrice de jeux et artiste numérique. Comment définis-tu ces deux termes ? Alors, effectivement, j'évolue à la fois dans le milieu du jeu vidéo et de l'art numérique. Je réalise des jeux vidéo qui ont vocation à être joués dans le cadre d'expositions et de festivals et qui, pour la plupart, ne sont pas disponibles en ligne ou à la vente, notamment parce que la majorité de mes jeux prennent la forme d'installations interactives, un peu à la manière de bornes d'arcade étranges ou d'escape games artistiques. Et donc, de facto, ne peuvent pas être joués voilà, chez soi, mais doivent être joués dans des lieux où ils sont exposés. J'ai pas l'apanage de ce type de création. C'est ce qu'on appelle communément des installations ludiques ou des jeux à contrôleur alternatif. On aura sûrement l'occasion d'y revenir. Mais pour le résumer, c'est un mouvement qui émerge depuis le début des années 2000, notamment grâce à des festivals dédiés à ce type de jeu ou d'une manière générale aux jeux vidéo expérimental comme le Maze Festival à Berlin ou Enierhof en France ou Now Play Death au Royaume-Uni, pour en citer que quelques-uns sur le continent européen. Et c'est un mouvement qui a évolué et qui évolue toujours en parallèle de l'art game, qui s'y inscrit même. Et l'art game, c'est lui-même un mouvement ou un genre de jeu assez vaste qui englobe tout un tas de créations vidéoludiques à vocation artistique ou qui reposent sur des intentions artistiques. Et les jeux qu'on y inclut, bon, ils font débat, mais pour en citer quelques-uns qui font généralement consensus, on peut penser à Passage de Jason Rohrer ou Everyday the Same Dream de Paolo Perdicini, qui traitent tous les deux de sujets qu'on pourrait qualifier d'existentiels. Le premier, il traite de manière assez générale de la vie, la mort, le mariage, et le deuxième, de l'aliénation par le travail, la routine, la soumission au système. Et tous les deux, ils utilisent leur mécanique de jeu pour véhiculer un certain message, un certain propos. Et donc du coup, logiquement, ça s'inscrit dans l'acception large de l'art numérique et interactif, puisque, c'est des œuvres avec des intentions artistiques et qui font usage du numérique et qui impliquent la participation des visiteurs. Et c'est aussi de cette manière que moi-même, j'unis le game design et l'art numérique dans mon travail, en usant des mécaniques de jeu pour véhiculer un propos ou une expérience esthétique. Et dans ton parcours, as-tu commencé par la création de jeux ou d'œuvres d'art ? Alors j'ai commencé, en tant que game designer traditionnel. Donc, j'ai eu un bachelor en game design et j'ai travaillé dans l'industrie. En 2010, je concevais des jeux sur iPad et la tablette, elle venait tout juste de sortir à ce moment-là. Donc il y avait un gros terrain à défricher et des possibilités, ludiques, à déterminer, qui étaient, offertes par la plateforme, par ces possibilités. Et ça a été très stimulant pour moi. Du coup, par la suite, je me suis spécialisée dans la conception de jeux pour de nouvelles technologies. J'ai travaillé sur de la réalité virtuelle augmentée, quand les technologies venaient tout juste de sortir ou étaient même parfois en bêta, sur du Leapmotion, qui est une espèce de Kinect pour les mains, sur des robots humanoïdes, enfin des jeux pour robots humanoïdes entre autres. Et puis, pas mal de jeux au format étrange, des jeux transmédia, donc qui se déploient sur plusieurs médiums à la fois, des ARG, des jeux, à réalité alternée, donc qui se déploient aussi sur plusieurs médiums et où se mêlent la réalité et la fiction, bref. J'ai travaillé longtemps en freelance sur ce type, de projet, avec des formats, expérimentaux ou qui faisaient un usage, innovant de nouvelles technologies. Et d'ailleurs, je le fais toujours un petit peu, hein, mais tout ça, j'ai continué, je l'ai fait en continuant en parallèle mon cursus académique, à travers, une licence, puis un master en pratique plastique contemporaine, donc plutôt orienté art plastique à l'université, Montpellier 3 et un master en multimédia interactif, à l'université Paris 1. Et cet aspect-là, il m'a permis de compléter ma formation initiale en game design avec un bagage artistique et technique. Et en parallèle de tout ça, j'étais déjà une grosse consommatrice, déjà de jeux forains, d'installations foraines quand j'étais enfant. Et puis, par la suite de jeux expérimentaux depuis la fin de mon adolescence, des jeux comme, LSD Dream Emulator, des choses, comme ça. Et enfin surtout d'installations artistiques. Je suis une grosse fan des travaux de Yayoi Kusama, James Turrell et Esther Stoker, donc des artistes qui font beaucoup de pièces immersives.
qui se rapproche de l'op art, de l'optical art, donc des œuvres qui reposent sur des illusions d'optique, en gros. Et donc, bah, c'est assez naturellement qu'en 2012, j'en suis venue à réaliser des jeux qui étaient nourris de mes appétences à la fois en game design, mais aussi en tant que consommatrice, notamment en tant que consommatrice d'art. Et ma première pièce artistique, qui est aussi ma première pièce, exposée, qui s'intitule Lachi, c'est, un labyrinthe numérique très inspiré de l'optical art et dans lequel, bah, les mécaniques de jeu sont conçues de telle sorte à ce qu'il est impossible pour le joueur de progresser dans le niveau sans transgresser les ordres qui lui sont donnés par le système. Donc, bah, Lachi, c'est un jeu vidéo qui dans sa forme traditionnelle, on va dire, l'expérience se joue sur ordinateur avec, clavier, souris, écran. Mais par la suite, mon expérience en freelance avec les nouvelles technologies et les jeux au format, hybride, m'ont amené à reconsidérer le dispositif technique sur lequel mes jeux, se déployaient. Et donc petit à petit à faire des installations interactives de plus en plus émancipées des technologies standards communes du jeu vidéo. Alors, tu as dit que tu as complété ta formation de game design avec une formation en art. Pourquoi avoir voulu réunir le jeu et l'art et après d'en faire des œuvres d'art ludiques? Alors, c'est une question, aussi difficile qu'intéressante. Donc, pour répondre, correctement, en fait, il faudrait définir ce qu'est l'art et le jeu et c'est une tâche herculéenne, voire peut-être impossible, à laquelle j'ai pas du tout l'intention de m'atteler. Mais je peux tenter d'esquisser bien sûr des éléments de réponse en proposant une première distinction entre, la dimension poétique, de la création artistique, et sa dimension esthétique. Donc dans le rapport de l'artiste à l'œuvre, puis celle des joueurs à l'œuvre. Donc d'un point de vue, poétique, dans le rapport de l'artiste à son œuvre, le jeu vidéo, bon déjà c'est un médium, d'expression, extrêmement complet, de par son caractère multimédia bien sûr, heu et bah, qui permet de s'exprimer à travers de multiples canaux sensoriels, mais aussi, parce qu'il permet de donner, plus qu'à voir ou à entendre. Il nous est possible en tant que game designer de donner à vivre une expérience, de simuler une situation complète. Je vois parfois ça un peu, comme, le partage d'un fantasme ou d'un rêve et c'est d'ailleurs, ce qui m'a séduite en premier lieu quand j'ai commencé mon parcours, artistique. Bon, cette possibilité, de partager un fantasme ou un rêve, elle se paie, au prix de la distance entre, le moment de l'idéation et le moment où l'œuvre va être expérimentée, par le public, qui est très grande, par opposition, par exemple, au dessin, à la peinture ou à la musique. Heu, le jeu vidéo, c'est quand même un médium assez peu direct, donc c'est parfois un peu frustrant. Mais bon, la dimension poétique, c'est pas celle que j'ai le plus explorée moi-même, même si l'évolution de mes recherches, m'y amène de plus en plus. Donc pour aborder l'autre aspect, c'est-à-dire, la dimension esthétique, le rapport des joueurs à l'œuvre, j'entrevois 2 aspects qui me semblent particulièrement intéressants dans la création, vidéoludique artistique. D'une part, un point de vue culturel, l'art comme, véhicule idéologique dans sa capacité à partager un propos, un message et d'autre part, l'art comme expérience, comme, artefact, qui a un potentiel, à faire émerger une expérience esthétique, à générer une expérience, sensible, intelligible, ou encore un potentiel, à susciter une émotion, les 2 étant évidemment liés. Sur, le premier aspect, le jeu, on va dire comme véhicule idéologique, réunir l'art et le jeu, ça m ça permet dans un premier temps de questionner les valeurs qui sont véhiculées par notre expérience ludique. Lorsqu'elles sont pas rationalisées, on en arrive généralement à véhiculer l'idéologie dominante et c'est souvent ce qui arrive dans les productions industrielles parce que leurs enjeux ne sont pas les mêmes. Heu, pour être clair, si on part du principe qu'un jeu a un objectif, ce qui va pas forcément de soi, hein, j'en conviens, mais bon, dans le contexte d'un jeu qui propose un objectif, ne serait-ce que progresser dans l'expérience ou bien, progresser dans sa compréhension du système ou évidemment, comme c'est souvent le cas, bah, tout simplement avoir des conditions de victoire ou de défaite, alors certaines actions, bah, seront jugées positives et d'autres négatives selon qu'elles permettent de réaliser l'objectif ou non. Pour prendre un exemple concret, si on prend, les Sims, pour faire simple, l'objectif c'est d'accroître le bonheur de nos personnages
Il va falloir, leur trouver un emploi, souvent alimentaire dans un premier temps, pour qu'ils puissent gagner de l'argent, ce qui va permettre d'augmenter le bonheur des personnages en achetant des meubles, agrandir sa maison, y ajouter une piscine, faire des soirées, se marier, bref. L'idéologie évidente sous-jacente sur laquelle repose le jeu, c'est évidemment, une idéologie consumériste, hein, et il est probable que les développeurs n'aient pas, sciemment créé un objet de propagande consumériste. Souvent ce qui se passe, c'est que quand on veut mettre une variable dans un jeu sans avoir à l'expliquer aux joueurs à travers un tutoriel et cetera, bah, il est tout simplement, plus simple de s'appuyer sur l'idéologie dominante et donc un jeu avec une variable d'argent sera intuitivement perçu comme positif par les joueurs issus d'une société, consumériste et c'est vrai pour un jeu même relativement abstrait comme Tetris. Il y a malgré tout, un propos orienté vers le minimalisme, puisque dans le jeu, bah, le vide est positif et la saturation est négative. Donc en faisant du jeu, sous une forme artistique, on va être en mesure de rationaliser l'idéologie qu'on véhicule, non seulement parce qu'on n'est pas soumis à la pression industrielle, mais aussi parce que, on est dans une démarche, d'auteur, donc on cherche généralement à exprimer quelque chose de précis et donc notre focus en tant que game designer, il est pas ou pas autant sur, le divertissement et donc il nous permet de nous ça nous permet de nous émanciper de beaucoup de paramètres qui expliquent, d'après moi, le manque de rationalisation des idéologies véhiculées. Et enfin sur la partie, esthétique, je m'étendrai moins parce qu'on aura sûrement l'occasion d'y revenir et que cette réponse est déjà très longue, mais pour quand même l'évoquer en 2 mots, parce que je l'ai annoncé. L'interaction, ça suppose un investissement du joueur dans l'œuvre, plus grand que dans les médias non interactifs, ce qui est à double tranchant puisque, bah, beaucoup de personnes vont être rebutées par cet investissement, mais celles qui feront cet effort seront, plus susceptibles d'être touchées émotionnellement parce qu'elles sont impliquées, directement et pas seulement de par le temps et l'énergie accordée à l'œuvre ludique, mais aussi parce que contrairement à un spectateur passif, les joueurs deviennent en quelque sorte co-auteurs de l'œuvre. Bref, je vais m'arrêter ici pour cette réponse, qui est enfin cette question est très intéressante, mais elle en soulève beaucoup d'autres et voilà, je vais m'arrêter là pour cette question, sinon on va pas finir ce podcast. On en refera un autre. Exactement. Et toi, en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu cherches à raconter à travers tes œuvres? Alors, ce que je cherche, je dirais plutôt juste à susciter ou à faire émerger par mes travaux, ça a beaucoup évolué sur les 8 dernières années et ça dépend aussi beaucoup du format de l'œuvre en question. Mais, j'essaie de proposer une expérience suffisamment singulière pour que les joueurs s'interrogent. Ça, c'est quand même un lieu commun de mes travaux. Il peut s'agir après d'une réflexion sur leur rapport au corps, sur leur rapport à l'espace, ou sur leur rapport à l'autre ou susciter une démarche introspective. C'est plus vrai pour mes derniers travaux. Mes quelques travaux en jeu vidéo sous sa forme classique, donc du jeu sur ordinateur par exemple, ils ont généralement vocation à questionner le joueur sur des allants de soi. C'est l'exemple, de la transgression et de la soumission au système que j'évoquais dans Lachi, mon tout premier jeu, tout à l'heure. Après, bon je peux essayer de dégager des tendances en fonction des années. Sur les années 2013-2014, j'ai beaucoup exploré le potentiel des contrôleurs alternatifs et du jeu sous forme d'installation. Donc c'est des jeux pour lesquels, je réalise mes propres contrôleurs, mes propres manettes, voire parfois des jeux qui se jouent sans écran, qui prennent la forme d'installation artistique. Et l'objectif, sur ces années-là, était dans un premier temps pour moi de proposer des expériences ludiques émancipées de l'injonction ergonomique, que subissent les interfaces tangibles traditionnelles. Concrètement, d'ordinaire, une manette, elle a pour but d'être ergonomique et simple à utiliser, de manière à se faire oublier au profit de l'immersion dans la partie numérique, la fiction qui se déroule derrière l'écran. Et il y a 6-7 ans, j'essayais de proposer des expériences ludiques qui, se basaient sur des contrôleurs non ergonomiques ou anti-ergonomiques, qui n'avaient donc pas vocation à se faire oublier, mais au contraire à proposer des challenges ludiques propres à leur conception. Des manettes qui constituaient des contraintes de jeu en quelque sorte. Pour donner quelques exemples concrets, à cette époque-là, j'ai fait, Black Box, qui est un jeu de rythme basé sur, une grosse pyramide noire tronquée, en son sommet, sur lequel j'ai fixé des boutons énormes d'arcade, de sorte que le joueur soit obligé de faire, des mouvements, vastes et amples pour jouer, ce qui procure une expérience percussive qui serait, pas rendue possible par une manette standard. Et pour un exemple de challenge mental, plutôt que physique, à la même époque, j'ai conçu, GPU, qui est un jeu qui se joue avec une grande boîte sur laquelle j'ai placé, plein de boutons d'arcade en vrac, dépareillés,
Quand le jeu commence, le joueur, va charger une image dans le programme. Cette image, elle va être altérée, comme glitchée par le système et chacun de ces glitches va, ensuite être attribué aléatoirement au bouton et le joueur va devoir retrouver dans ce chaos, qu'est le contrôleur, comment rendre à l'image son apparence initiale. Donc voilà, des manettes qui constituent des contraintes, de jeu et puis petit à petit, j'ai plutôt cherché à m'émanciper complètement de l'écran. Bon, j'essaie de présenter les choses séquentiellement. La réalité de l'évolution de mes recherches, elle est bien sûr pas si séquentielle. Dès 2013, j'ai cherché à proposer, des jeux qui proposaient aux joueurs de vivre pleinement une expérience en dehors de l'écran, par opposition à vivre, par procuration une expérience simulée à l'écran. Je pense à des créations comme Matsono que j'ai faites, dès 2013, qui est un jeu coopératif pour 2 joueurs qui se joue sans écran et chaque joueur a sur son corps 5 boutons sanglés, respectivement sur, ses bras, ses jambes et son ventre et les boutons s'allument à intervalles réguliers et les joueurs doivent appuyer simultanément sur tous les boutons allumés sur le corps de leur partenaire. En gros, c'est un espèce de twister coopératif qui se joue debout et sur le corps de son partenaire. Et mon objectif avec ce genre de création, c'était plutôt d'explorer des terrains de jeu différents, mais toujours numériques, toujours dans le cadre du jeu numérique, du jeu électronique. Donc voilà, ça c'était plutôt pour, jusqu'à 2014 et à partir de fin 2014, début 2015, donc il y a 5-6 ans environ, j'ai commencé à chercher des expériences plus maîtrisées, à faire évoluer mes recherches et aussi de plus grande ampleur. Donc avec pour objectif, ce que j'ai, souvent appelé, dans mes conférences de réenchanter le réel. En gros, plutôt que d'immerger les joueurs dans un espace numérique derrière un écran, bah, d'investir l'espace physique par, la magie du numérique. À l'époque, j'ai fait, Jungle Inn qui était ma première re pièce immersive. C'est une grande pièce sombre dans laquelle j'ai placé, des centaines de mètres, de LED, de manière à former une espèce de jungle lumineuse dans laquelle on évolue vraiment comme dans une jungle. On doit se baisser et cetera et les joueurs, ils peuvent interagir avec le dispositif en connectant et en déconnectant les différentes lianes de LED entre elles et après bon, l'ensemble du système se base sur un espèce de système de propagation des couleurs et de la lumière d'une liane de LED à l'autre et ça m'a lancée dans, différents dispositifs qui allaient, bah, f prendre la forme souvent de pièces immersives par la suite, à partir de, ouais, 2015-2016. Du coup désolée pour le bruit. Du coup, autour de 2015-2016, donc j'ai commencé à me poser la question des comportements qu'allaient induire mes dispositifs. Comment la conception même du dispositif allait orienter les joueurs et façonner leur état d'esprit. On peut parler, presque d'une forme de manipulation, bienveillante si on veut. En fait, le design d'interface, c'est toujours un peu ça. La première de mes pièces, qui était vraiment mue par cet objectif d'induction de comportement, c'est Beboz. C'est un dispositif qui, en gros, c'est un dance floor avec un DJ, sur lequel je braque une caméra et le rendu de cette caméra est projeté devant les joueurs danseurs et altéré par différents shaders qui sont des programmes informatiques qui altèrent l'image, pour le dire simplement. Et donc chaque altération de l'image induit des comportements variables, hein, des danseurs-joueurs. Pour le dire autrement, les joueurs-danseurs se mettent à agir différemment en fonction de ce qui se passe à l'écran. Ça change, leur rapport au corps et à l'espace, hein, puisqu'ils se mettent à danser en fonction de ce qu'il y a à l'écran. Donc ça, c'est, des pistes, qui m'ont, beaucoup intéressée. Un travail plus, en psychologie, en fait et toujours à la même époque, j'ai continué à travailler donc sur des pièces immersives, en essayant de pousser plus loin mon objectif d'induire, des comportements, mais en travaillant, mes expériences ludiques de manière à ce qu'elles suscitent davantage de questionnements. C'est-à-dire qu'elles allaient pas juste, voilà, induire des nouveaux comportements, mais aussi se faire questionner, les joueurs, pour revenir à ce que je faisais, plutôt au début avec l'Achi et cetera et c'est comme ça, qu'est né, mon jeu le plus lourd techniquement, à ce jour, celui qui m'a vraiment, coûté, des larmes et de la sueur, et c'est Intact. Intact, c'est une grande pièce immersive, de, environ 58 mètres carrés, donc c'est relativement grand, et dans cette pièce, je couvre le plafond de watts, avec des LED, ce qui me forme un espèce de nuage un peu, électronique. Ça a une hauteur qui est variable de 1,50 m à 2 mètres de hauteur et à ce ciel, artificiel s'ajoute du son qui est spatialisé dans la salle. Le son et la lumière
y figurent des représentations abstraites d'effets météo, tout simplement. Et les joueurs peuvent toucher des zones du ciel pour modifier la météo locale, la météo de la zone qui a été, touchée. Les différentes météos peuvent se combiner de manière à faire émerger de nouveaux états climatiques. Donc par exemple, 2 petits orages peuvent former un orage plus grand, et cetera. Et la particularité, c'est que, le détail de la grammaire de l'interaction d'un tact n'est pas donné aux joueurs. À la place, il y a 2 danseurs muets qui sont présents dans l'installation et qui, par leurs mouvements dansés, vont orienter la compréhension, qu'ont les joueurs du fonctionnement de l'installation. Par ailleurs, avant d'entrer dans la salle qui est silencieuse, les joueurs doivent se déchausser, enfin, il y a tout un rituel, de sorte que l'ensemble, il crée immédiatement un sentiment un peu mystique, un peu, de par ces éléments rituels, qui induisent des comportements étonnants. Par exemple, il y a des joueurs qui après avoir vu les danseurs, prostrés au sol, alors que la brise au-dessus d'eux passait, de la brise, à l'orage, les joueurs vont en conclure que l'interaction doit sûrement se baser sur des prosternations du ciel et cetera. Bon, c'est une œuvre dont je pourrais parler, très longtemps, parce que l'observation des joueurs dans cette œuvre, elle est assez fascinante. Mais pour résumer mes objectifs de l'époque, j'ai établi avec Intact un système de jeu que j'ai beaucoup exploré par la suite dans mes travaux, que j'appelle des pierres de Rosette à explorer, par opposition à des énigmes à résoudre. C'est, des jeux que je rends volontairement cryptiques pour proposer aux joueurs de comprendre la grammaire de l'interaction par eux-mêmes, de sorte que le questionnement, est nécessaire, à la compréhension, du système, mais aussi très nourri de leurs propres expériences et de leur propre bagage culturel et intellectuel. Un bon exemple de ça, c'est, Contre-ciel. C'est l'une de mes pièces les plus récentes, enfin elle a 3 ans. C'est un ciel artificiel que je rétroprojette à travers un plafond et avec lequel les joueurs, ils peuvent interagir via un piano. Les joueurs, ils sont en mesure, ils doivent modifier l'état du ciel, donc ils peuvent modifier sa météo, l'heure du jour ou de la nuit, ou encore la planète depuis laquelle, ils regardent le ciel, à travers leur jeu musical, à travers leur interaction avec le piano. Et comme dans Intact, Contre-ciel, c'est une pierre de Rosette à explorer. Contre-ciel a d'autres points avec Intact, hein, c'est vrai que je l'ai pas évoqué, mais il y avait quand même l'idée, assez évidente en fait de déjà proposer un sentiment démiurge aux joueurs, celui de contrôler le ciel, la météo et cetera, tout en restant suffisamment donc cryptique dans le détail de l'interaction pour donc proposer une pierre de Rosette, à explorer. Et dans Contre-ciel, pour être très concrète, selon que les joueurs aient un bagage musical ou technique ou pas du tout, les hypothèses qu'ils vont émettre quant, au lien entre ce qui est joué, au piano et le ciel, vont varier forcément. Avec Contre-ciel, j'ai aussi cherché à proposer une expérience qui permettrait d'une part, bon, de partager la perception quasi mystique que j'ai parfois de la musique, mais aussi de libérer les joueurs, puisque ça m'amène à la suite de mes recherches, de libérer les joueurs de la pression sociale du jeu musical en public, en proposant un espace de jeu donc, où les joueurs se focalisent sur ce qui se passe dans le ciel artificiel et qui va, par là même, transformer ce qui serait une performance musicale en un jeu tout simplement. Ça les désinhibe, en fait. Cette dimension, sociale du jeu ou de ma perception de mes travaux, la dimension sociale que permet le jeu sous forme d'installation, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. L'idée qu'en créant une installation ludique, on crée par la même occasion un espace et un temps permissif, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. La désinhibition que procure Contre-ciel quant à la performance musicale ou même le rapport au corps dans Hatsono, l'espèce de twister dont je parlais tout à l'heure. Heu, c'est des es Ça offre aux joueurs un espace-temps dans lequel ils vont pouvoir, par exemple dans Hatsono, se toucher, emmêler leur corps et cetera parce que le contexte, j'allais dire le permet, mais même pas l'impose, et c'est quelque chose que je trouve tout simplement assez beau, en fait, dans l'installation ludique. Cette idée d'offrir aux joueurs un espace et un temps de liberté, d'émancipation aux codes sociaux, c'est quelque chose d'en réalité assez rare d'avoir ce genre d'espace-temps. Et du coup, juste, pour finir sur ce que je vais plutôt essayer de raconter, ou de susciter par mes œuvres aujourd'hui, enfin maintenant, je reviens un petit peu plus maintenant sur la dimension intelligible de mes travaux que j'ai pas mal laissé, de côté en fait jusque-là, au profit de l'expérience sensible. Je pense qu'à trop vouloir m'émanciper de l'expérience, ludique, comprise comme fiction simulée, j'ai assez peu au final exploré, l'aspect narratif des expériences que je propose. Donc je reviens à des choses que j'avais un peu, perdues de vue, à savoir le narrative design, le partage d'un propos, d'un message, d'où l'évocation de la dimension intelligible plutôt que sensible
que j'évoquais. Et je travaille actuellement et depuis un bon moment maintenant sur une pièce qui s'intitule Doudaï, qui traite, alors pour le dire simplement, d'existentialisme par l'absurde, notamment par le traitement informatique d'une question profondément humaine. Et l'ensemble est mis en scène dans un espace très scénographié, un peu à la manière d'un escape game, mais surréaliste, avec une approche assez maîtrisée, en tout cas une volonté de maîtriser la mise en lumière, la spatialisation du son, donc l'ambiance dans la salle. Voilà, bon, c'était une, réponse à nouveau, un peu longue. J'essaierai de faire des réponses plus courtes, mais c'est très, très difficile d'exposer en quelques minutes, les 8 dernières années de mes recherches. J'ai essayé d'être synthétique malgré les apparences. J'espère que c'était pas confus. Non, non, mais c'est très intéressant. Hem, Tu nous as parlé, de ton utilisation du jeu ou des mécaniques ludiques, notamment pour créer un espace et un temps permissif, mais aussi pour véhiculer un message et un propos. Est-ce que tu vois d'autres, bénéfices à utiliser le jeu dans tes œuvres? Oui, il y a, il y a énormément de je sais même pas par quel bout prendre ça. Le jeu et l'art, sont extrêmement liés, de par leur nature, j'ai presque envie de dire. Des bénéfices à utiliser, le jeu dans mes œuvres. C'est marrant parce qu'en fait, c'est vrai que mon parcours m'amènerait plutôt à voir ça, j'ai presque envie de dire, à l'envers, puisqu'à la base mon médium d'expression artistique, c'est le jeu et donc en premier lieu, le système, et ses mécaniques. Par exemple dans la Qi, en proposant un système de navigation classique qui repose sur des éléments, signalétiques dans l'environnement, hein, donc des flèches et cetera. Puis en imposant aux joueurs de transgresser ces codes pour progresser, je pose comme positive la transgression, au sein de mon jeu et c'est comme ça que j'ai commencé, à m'exprimer à travers le jeu. En fait, j'ai envie de dire, je m'exprime intuitivement par le game system. J'hésitais à dire ça parce que bon, c'est évidemment, je ne suis pas née en m'exprimant intuitivement par le game system, mais mon parcours m'a amené à commencer par m'exprimer par là. Donc la question qui s'est posée pour moi, ça a été plutôt l'inverse, à savoir pourquoi, faire de l'art? Alors comme j'ai tout de suite embrassé le médium, de l'installation, la question qui s'est très vite posée pour moi, c'était plutôt de savoir pourquoi faire, du jeu sous forme d'installation et ou pour le dire autrement, quelle particularité, possèdent les mécaniques de jeu dans une installation ludique? Et là, il y a plusieurs, bénéfices qui émergent, de l'utilisation de mécaniques de jeu dans le cadre spécifique de l'installation. Par exemple, une mécanique de jeu, elle peut, solliciter certains sens du joueur ou induire un certain investissement corporel du joueur comme dans Atsono ou un certain rapport à l'espace comme dans Intact. Ou, comme je l'évoquais, elles peuvent permettre, la création d'un espace-temps, d'une bulle de réalité et cetera, où je vais pouvoir proposer un cadre qui redéfinit en moins en partie les codes sociaux, où les mécaniques de jeu vont autoriser ou interdire certains comportements ou encore, heu, ou encore redéfinir, par exemple, les modalités de communication, des joueurs. Par exemple, dans Intact, où le système se comprend à travers l'observation d'une chorégraphie. En gros, l'installation artistique ludique, c'est, un format qui me permet de penser la mécanique de jeu, pas seulement, dans son déploiement numérique, mais de prendre en compte sa dimension physique et tangible. Du coup, quel est ton point de départ lorsque tu crées une œuvre? Est-ce que tu pars de la mécanique du jeu, du sujet que tu souhaites aborder, de l'expérience? Le point de départ en général, ça a beaucoup évolué sur les 8 dernières années. Venant du game design traditionnel, j'avais plutôt à la base une approche systémique en ce qui concerne le gameplay. Heu, J'avais un sujet en tête que je voulais aborder, puis je me demandais comment j'allais traduire ça et le donner à vivre à travers un game system et des mécaniques de jeu. Je voyais l'expérience comme ce qui allait émerger du système et de ses mécaniques et j'appuyais cette ambiance par l'environnement visuel et sonore. Depuis, mon approche, elle a beaucoup évolué donc et puis elle varie selon mes intentions d'expérience. Mais j'ai tout de même d'une manière générale une approche beaucoup plus expérientielle et moins systémique. Avec le temps, déjà j'ose espérer que j'ai gagné en maturité
quant à mes réflexions en design et j'ai essayé de trouver une approche moins séquentielle de mon processus créatif, mieux équilibrée et de penser ces 3 aspects avec, plus de flexibilité, de porosité. C'est sûrement l'aspect de mon travail qui varie le plus. Je fais constamment évoluer mon processus créatif et actuellement et depuis pas mal de temps maintenant, je commence généralement par un thème général, et je choisis à ce thème un traitement. Donc je vais faire des recherches sur mon thème. J'essaie, généralement de m'appuyer sur le plus de médias possible, idéalement d'ailleurs un minimum de jeux. Je préfère analyser des médias autres qui vont avoir traité de mon thème et une fois que j'ai choisi un thème plus précis et un angle sur lequel le thème sera traité, en fait, c'est assez intuitivement qu'en découle un sujet, une mécanique et une ambiance. Par exemple, pour mon œuvre en cours, Doudaï, mon thème, donc c'était très classiquement, mais pas forcément simplement, la recherche du sens de la vie et mon angle pour traiter le sujet, c'était la machine, l'informatique, la technologie et donc c'est assez naturellement que mon sujet a découlé de manière fluide de ce thème. Du coup, c'est devenu l'absurdité de la recherche du sens de la vie par un moyen informatique, par une machine et donc intrinsèquement inadapté, hein, fondamentalement inadapté à une question si profondément humaine. Et du coup, les mécaniques, pareil, elles ont découlé assez naturellement parce qu'elles vont reposer, en l'occurrence dans Doudaï, sur les codes traditionnels de l'informatique, donc l'entrée de lignes de commande, et cetera, entre autres. Et l'ambiance, pareil, en traitant la question de manière absurde, l'idée d'avoir une ambiance à la fois surréaliste, mais un peu froide et angoissante de par la nature de la question, a encore une fois découlé assez naturellement. Bon, c'est une simplification un peu extrême du processus, mais elle donne l'idée générale de l'évolution. Et après ça, en général, j'itère, enfin même pas en général, non, après ça, toujours, j'itère sur ce que j'ai posé, en reprenant à chaque fois le thème, son traitement, le sujet, les mécaniques et l'ambiance, à chaque modification, à chaque itération, de manière à ce que chaque élément que j'ajoute ou que je retire, vienne pas me perdre dans mon intention initiale. Un peu comme en dissert, quoi. On essaie de revenir à son sujet pour ne pas se perdre en route. Après, parfois, la réalité technique se rappelle à moi et je dois faire des compromis dans mon processus. D'ailleurs, c'est souvent là que je peux parfois perdre de vue mon intention dans le processus et que je dois redoubler de vigilance pour pas me perdre en cours de route. Est-ce que comme dans un jeu, est-ce que tu fais des phases de test avec d'autres personnes? Oui, oui, carrément même, voilà. C'est, je peux peut-être élaborer plus que carrément. Hem, En gros, pour évoquer la manière dont après je vais, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai toute cette base-là, comment est-ce que concrètement je passe de, ce sujet, ce thème, cette espèce de disserte que j'ai fait au concret, on va dire. Une fois que j'ai la base, que ce soit, un sujet et des mécaniques, hein, comme je le faisais plutôt au début avec une approche, plus traditionnelle du game design ou comme plus récemment des choses plus élaborées. La première chose que je fais, c'est, de documenter. Je passe ma vie à créer des documents, vraiment, vraiment tout le temps, qui le pour la plupart ne seront, jamais lus, hein, par qui que ce soit parce que, leur seule vocation en fait, c'est de m'aider à structurer ma propre pensée. Donc en général, une fois que j'ai, donc ce thème, son traitement, le sujet et cetera, heu, la première chose que je fais en fait, c'est de couvrir les murs de mon appartement de post-it, de feuilles et cetera, de croquis. J'écris sur mes fenêtres, enfin bref, ça fait un peu artiste folle, mais c'est un peu la réalité en général à ce stade. Mon appartement est la trace vivante de l'état de mes réflexions. Et mes premiers, et par ailleurs, je fais bien sûr des documents, hein, des documents plus traditionnels. Mes premiers documents vont généralement être plutôt rédigés et présenter beaucoup de références, surtout pour la partie ambiance, bien sûr, mais aussi des schémas qui vont me permettre de relier les concepts que je mobilise ou mes questionnements et les hypothèses qui en découlent. Donc je me retrouve généralement avec des espèces d'énormes cartes heuristiques assez peu lisibles, mais qui de toute manière, comme je l'ai dit, n'ont pas vocation, à être lisibles a posteriori. Elles ont juste vocation à m'aider dans mes réflexions au moment où je réfléchis. Et c'est généralement à ce stade que je vais pouvoir commencer à, faire la création graphique et sonore pour tester les premiers éléments d'ambiance et aussi le prototypage dédié au design. Par opposition au prototypage technique, bien sûr. Hem, Généralement, c'est hyper important pour moi cette phase de prototypage en design, avant même de parler de test, hein.
parce que, le premier moment où je mets les mains dans le cambouis, si je peux dire ça comme ça, va aussi m'apporter de nouvelles idées, de par la découverte de nouvelles possibilités techniques qui me seraient pas forcément venues à l'esprit avant de mettre les mains dans le cambouis donc. Et à la suite de ça, je vais pouvoir, établir des tests, voir un peu comment prend la sauce. J'ai pas vraiment d'autre manière, de dire ça puisque il s'agit pas simplement de savoir si une mécanique fonctionne. La mécanique, après 8 ans de travail, bon, je sais déjà un peu en amont qu'elle fonctionne, mais quand il y a toute une ambiance à travailler, un état d'esprit, il faut quelques éléments graphiques, sonores, en sus des mécaniques pour pouvoir le tester et à la suite de ça, je vais pouvoir commencer à faire, des documents, qui vont plus avoir des courbes, par exemple, qui vont permettre de déterminer l'évolution de l'expérience, notamment l'évolution, en termes émotionnels et cetera et plus mon projet, sera, basé sur un gameplay progressif, plus il y aura de courbes, puisque plus il y aura une nécessité de bien, séquentialiser, tout ça. Dans un gameplay émergent, c'est sûr que c'est beaucoup plus dur à anticiper, mais je tente quand même de le faire. Et après ça, alors parfois il arrive qu'il y ait aussi à ce stade, un prototypage, plus technique, qui arrive plus ou moins tôt dans le processus. Ça dépend énormément en fait, tout simplement de si le concept présente une difficulté, technique potentielle ou non, hein. Et généralement le prototypage, hardware, donc l'électronique ou les parties mécaniques, le cas échéant, c'est ce que je teste en premier parce que c'est vrai que sur la partie software, il y a moins de problèmes techniques, hein, qui se posent puisque c'est, déjà plutôt là que se trouve mon expertise, à la base, puis aussi que j'ai mes contacts et à ce stade, généralement et c'est là où il y a peut-être une différence avec le game design plus traditionnel, c'est que je laisse généralement reposer mes réflexions. C'est-à-dire que j'arrête de travailler à ce moment-là. J'ai ma base et c'est une étape hyper importante et que j'ai longtemps négligée, je pense. Il faut absolument que je laisse mijoter les choses, en quelque sorte, que je laisse toutes ces réflexions travailler en arrière-plan. C'est le bon moment aussi en général pour postuler à des résidences artistiques, heu, qu'il est sûrement important d'évoquer puisque c'est quand même comme ça que je travaille essentiellement en résidence artistique. Puisque, j'ai à la fois assez d'éléments pour pouvoir constituer un dossier, concernant l'œuvre que j'aimerais développer dans la résidence, et aussi, la certitude que je souhaite réaliser cette pièce puisque j'ai testé, certaines de mes hypothèses et que je sais qu'elles ont, que voilà, que c'est, une œuvre qui va avoir un potentiel. Donc parfois, quand l'œuvre le permet, je me contente de me donner moi-même un cadre de résidence artistique, mais c'est de moins en moins le cas. J'essaie quand même de travailler en résidence artistique, dirons-nous officielle. Voilà. Et à quel moment est-ce que tu sens que ton œuvre atteint ses objectifs? Est-ce que, hem, je sais pas, moi je connais pas trop la partie artistique, mais quand tu crées un jeu, donc tu le fais tester par, plein de gens, puis au bout d'un moment, tu sens que, il tourne bien, la durée, correspond, ton type de public que tu cherches à atteindre, est emballé et cetera. Est-ce que c'est un peu pareil pour une œuvre d'art? Il y a il y a tout de même d'autres enjeux, des enjeux qui vont davantage, être liés à, OK, je vais le dire comme voilà, à des enjeux qui vont davantage être liés à l'expression personnelle, en fait. Après effectivement, il y a énormément de points dans ma démarche, avec, le jeu vidéo traditionnel, mais disons que c'est plus des manières d'orienter la question. Je vais moins me poser la question de savoir si les choses fonctionnent que de savoir si, il y a bien un questionnement qui est suscité, ou si l'ambiance que je recherche, est bien atteinte. En fait, ça dépend beaucoup, de l'œuvre aussi. Certaines de mes œuvres, vont avoir une orientation plus, artistique, avec des enjeux d'expression personnelle et d'autres vont avoir, des enjeux plus de l'ordre du design. Je pense que la distinction art design, elle est pertinente ici. De le penser comme, certaines de mes œuvres tout simplement sont plus généreuses et d'autres plus égoïstes en fait, hein. Ça peut paraître un petit peu dur dit comme ça, mais c'est sincèrement comme ça que je le pense. C'est-à-dire que certaines de mes œuvres ont plus vocation à m'exprimer moi-même Mmh. et puis d'autres, ont plus vocation à, donner aux joueurs, à vivre, une expérience et du coup, si on parle de d'équilibre à trouver entre l'art et le design, heu, ces 2 aspects donc
Ces 2 aspects, ils se nourrissent, hein, c'est-à-dire que pour commencer par poser une nuance, il y a évidemment pas une distinction si claire entre, art et design. Je fais pas des œuvres artistiques et des œuvres de l'ordre du design. C'est 2 aspects qui se nourrissent et qui sont toujours présents, dans mes œuvres, hem et par contre, je peux quand même assez facilement pour chaque œuvre dire si, la tendance est plus au design ou à l'art. C'est-à-dire que je cherche pas à faire des œuvres qui sont, bien équilibrées parce que, je pense que ça donne des œuvres, en fait, assez tièdes à la fin. Donc au contraire, heu, je crois que de mémoire, je serais capable de ouais, je pense, je serais capable de dire pour chacun de mes travaux si l'orientation est davantage, art ou design, si ça s'oriente plutôt vers l'un ou plutôt vers l'autre. Parce qu'en fait, je le sais dès le début. Je le sais dès le début parce qu'en fait, ça va avec mes objectifs, mes intentions d'expérience. Pas et aussi parce que ça a évolué avec le temps, encore une fois, forcément. C'est-à-dire qu'au début, j'avais un focus plus grand sur le design que sur la dimension artistique. Sûrement parce que, bah, mon background veut ça, en fait. À la base, je viens du game design et j'ai entrepris, des travaux en game design avant d'entreprendre des travaux artistiques. Et maintenant, je recherche plutôt, et depuis plusieurs années, un équilibre entre mes différentes pièces. C'est-à-dire que pas au sein d'une même œuvre, mais entre mes différentes œuvres. Je travaille la plupart du temps sur 2 œuvres à la fois, minimum. En général, c'est 2 quand même pour pas me perdre. Et l'une a plutôt un focus plus fort sur l'art et l'autre va avoir un focus plus fort sur le design. Parce que je pense que, et c'est très personnel, mais en ce qui me concerne, c'est un bon moyen de m'assurer que je vais pas être sujette à la frustration, en fait. Que je vais avoir une œuvre pour m'exprimer plus personnellement et une œuvre qui va être plus focalisée sur l'expérience que je veux proposer aux joueurs. De sorte que, bah, j'essaie de m'assurer de pas être frustrée parce que cette frustration pourrait biaiser mes réflexions sans m'en apercevoir et c'est évidemment la dernière chose que je veux. Eh bien, tu nous as cité beaucoup de tes œuvres. Est-ce qu'il y en a une qui ressort du lot, dont tu es particulièrement fière ou plusieurs? Heu, J'aurais presque envie de dire aucune. Pas que je sois pas fière, hein, bien sûr. En fait, je suis rarement fière d'une œuvre que j'ai réalisée parce que tout simplement parce que généralement, je sors de la production d'une œuvre, je finis la production d'une œuvre, heu, pleine d'idées que j'ai dû sacrifier pour le bien de l'œuvre. Parce qu'elle collait pas à l'intention, parce qu'elle s'insérait mal dans l'expérience et ces pièces de puzzle qui rentraient pas dans mon design précédent, ça va constituer la base de mes œuvres suivantes. Du coup, je serais tentée de répondre à cette question en disant que, bah, c'est mon œuvre en cours, d'Oudaï, parce qu'elle contient, toutes ces pièces de puzzle orphelines, qu'elle est nourrie de toutes les réflexions que j'ai eues jusque-là et qu'elle existe pas encore aussi, hein, et je sais pas si c'est très sain de le penser comme ça, mais elle est, bah, voilà, elle est idéale parce que, et elle le restera jusqu'à ce que je l'achève parce que c'est une œuvre qui n'est qu'un potentiel pour le moment et bah, qu'en la cristallisant dans son état définitif, en tombera de nouvelles pièces de puzzle et ces nouvelles pièces de puzzle, bah, seront les premiers éléments de mon projet suivant, qui sera sûrement celui dont je serai le plus fière à nouveau. C'est une boucle sans fin. Et donc, pour finir, quel conseil pourrais-tu donner si l'on souhaite créer une œuvre d'art ludique par rapport à tes expériences? À quoi est-ce qu'il faut faire attention? Heu, c'est une question difficile parce que l'art, c'est fondamentalement une démarche, personnelle et subjective. Du coup, je pense que sur cette base, je pourrais dire de commencer par une démarche introspective, de se demander pourquoi. Pourquoi une œuvre d'art? Pour exprimer quoi? Pour partager quoi? Et en quoi le jeu, c'est le médium le plus adéquat pour exprimer ça ou pour partager ça plutôt qu'un autre. Et puis, bah, une fois qu'on a les réponses à ces questions, ce qui est déjà pas facile à avoir, hein, d'expérimenter sous la forme la plus minimale possible dans un premier temps et d'itérer sur la même œuvre ou sur d'autres œuvres. En fait, qu'importe, mais d'itérer beaucoup. La production, la réalisation, dans une démarche artistique, c'est juste une étape, en fait. C'est la particularité aussi d'une démarche artistique, c'est tout un parcours. Et ce parcours, il va pas d'un point A, que serait l'idéation d'un projet donné, à un point B, que serait la production finale du même projet. Chaque œuvre, c'est une étape, du voyage d'un artiste et qui s'arrête, bah, qu'à sa dernière œuvre. Donc du coup, de percevoir les choses comme un parcours, comme une démarche.
Alors, on a déjà parlé de beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, mais que tu tiens à nous partager? À la fois, beaucoup de choses pourraient être évoquées et en même temps, on en a déjà dit beaucoup. Hem, on a quand même bien esquissé le contour de la question. Je pense qu'on pourrait, je peux peut-être ajouter quelques recommandations, tout simplement pour les gens, qui souhaiteraient, les auditeurs qui souhaiteraient en découvrir davantage sur l'univers de l'art game et de l'installation ludique. Heu, déjà les 2 premiers jeux que j'évoquais au début de notre échange, Passage et Everyday de Same Dream, ils sont, tous les 2 disponibles en ligne gratuitement et ils proposent des expériences assez courtes. Donc je recommande vivement aux gens de s'y essayer, si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est quand même des jeux assez connus. Et puis, pour ceux qui souhaiteraient expérimenter des installations ludiques, bon, malheureusement le confinement a forcément impliqué l'annulation de la plupart des festivals sur ce début d'année. Mais si tout va bien, la saison devrait reprendre en septembre et je vais présenter 2 pièces en Île-de-France en septembre, l'une au Château Éphémère et l'autre à Eignerhof. C'est des événements qui sont, comme la plupart de mes expositions, en accès libre, gratuit. Donc ça peut aussi, être une manière, de découvrir, des installations, des expositions d'installations ludiques et pas que des miennes évidemment. Heu, pour les détails, c'est des actualités qui sont, référencées sur, mes différents, réseaux sociaux, mon site et cetera, qui est d'ailleurs mechbird.fr. J'aurais peut-être dû le dire à un moment. Qui est mechbird.fr. Et pour finir avec quelques lectures pour les gens qui seraient vraiment intéressés, par la découverte de ce domaine. Bon, l'essentiel de la littérature en art game, comme le nom le laisse entendre, elle est dans la langue de Shakespeare, hein. Mais pour ceux que ça décourage pas, je pourrais recommander peut-être Works of Game de John Sharp et Play Matters de Miguel Sicar, qui sont tous les 2, publiés chez MIT Press. Voilà. Super. De toute façon, toutes ces références, je les remettrai en lien dans la description de l'épisode pour que vous puissiez les retrouver. Eh ben, merci beaucoup, Tatiana, c'était passionnant. Merci à toi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt!